Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Être président, directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ne doit sûrement pas être toujours de tout repos. Alors, pour nous en parler, je reçois ce directeur général et président du Centre intégré, M. Jacques Boissonneau. M. Boissonneau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Boissonneau. C'est très gentil à vous, parce que vous êtes un homme passablement occupé. Moi, comme je vous lance ça à brûle pour point, juste comme ça, est-ce que pour vous, là, très souvent, une journée, ça devrait compter plus que 24 heures? C'est certain. Écoutez, c'est des journées intenses. Je vous dirais que depuis le 1er avril 2015, on vit là, dans tout notre réseau une période d'une intensité hors du commun. On comprend l'envergure de toutes ces transformations-là qu'on fait et la cadence est à un rythme effréné. Et c'est un gros dérangement, un grand dérangement qu'on vit, tout le monde. En même temps, une réforme qui a un sens derrière ça, dans un contexte financier où faut aussi être sensible aux finances publiques et qui amène des réductions de dépenses également. Donc, le niveau de difficulté est très élevé et ça demande de l'énergie du chef, oui, mais de l'ensemble de l'organisation. Vous savez, la première année, à titre d'exemple, là, à travers tout ce grand dérangement-là, les abolitions de postes, la nouvelle structure, les inquiétudes, tous les services à la population ont quand même été maintenus. Et ça, c'est pas le président directeur général qui fait ça. C'est notre monde, c'est nos intervenants. Okay. Monsieur Boissonneau, après 18 mois d'existence, est-ce qu'on peut dire, ou bien non, peut-on dire que le bénéficiaire est beaucoup mieux servi aujourd'hui qu'il y a 18 mois? Est-ce qu'il est encore prioritaire? C'est pour nos bénéficiaires, c'est pour les personnes qu'on fait cette réforme, même si on voit beaucoup la réaction au niveau des différentes activités médiatiques, des événements. On voit généralement les choses qui ne fonctionnent pas plus facilement. On sait que le personnel est essoufflé, on sait que les gestionnaires le sont également, mais c'est pour les personnes qui reçoivent des services qu'on fait ça. Il était impérieux de transformer. Les principaux objectifs qu'on a à faire, c'est non seulement de maintenir l'accessibilité, mais même de l'améliorer. En Abitibi-Témiscamingue, la notion aussi de service de proximité, elle est majeure. Et on a aussi un modèle régional de fonctionnement et ça ajoute un niveau de difficulté additionnel à le préserver, mais c'est un incontournable. Donc, l'accès, un gain qu'on va avoir, qu'on commence à voir, mais qui va venir plus, c'est la fluidité des services. On ne se parlait pas avant. Oui, exactement. Mais là, je reviens sur ma question de M. Boissonneau. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bénéficiaire est beaucoup mieux ou mieux qu'il y a 18 mois? Je vous dirais que pour certains, c'est mieux. Pour d'autres, ça n'a pas changé ou reculé. Et je vous dirais que plus on va avancer, meilleur ça va être. Prenez l'exemple, on a regroupé ensemble ce qu'on appelle communément, on a regroupé des C3S, des établissements régionaux, on avait 9 établissements. Mais prenez l'exemple de services en jeunesse ou en déficience intellectuelle, mais on a regroupé des équipes de CLSC puis de centre jeunesse ensemble. Des fois, et c'est le cas maintenant, il y a des familles ou des jeunes qui, au lieu de voir 2-3 intervenants différents, n'en voient qu'un seul. On répète moins souvent notre histoire. Et l'intégration puis la continuité des services est meilleure et va devenir de plus en plus meilleure. Un autre gain qu'on a gagné, que l'usager voit peut-être moins, on a eu au cours de l'année là, plusieurs malchances, 2 grosses pannes informatiques, une panne de téléphone. Et si on avait été 9 établissements, chacun de son côté, on ne s'en serait pas sorti. Mais les mises en commun qu'on a fait ensemble, le travail d'équipe, ont permis d'avancer plus rapidement, à trouver des solutions. Tout récemment, et c'est
intéressant par rapport au territoire d'Abitibi-Ouest, a aidé la situation à Rouyn-Noranda, parce qu'on avait une problématique majeure de stérilisation. Oui. Et bon, qui est sur le point d'être réglé. Oui, c'est ça, sinon réglé. Ben, d'ailleurs, je pense qu'ils recommençaient leur activité normale lundi. Okay. Mais pendant le temps où ça ne fonctionnait pas, on pouvait ici accueillir des chirurgies, mais on a aussi fait la stérilisation et fourni aussi du matériel. Okay. Donc, l'entraide, on devient un gros réseau. Et le réseau, oui, c'est gros. Oui, on a des défis à rester proche des gens. Et ça, on pourra en parler tantôt. Oui. Mais globalement, il y a des gains. Puis, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui. Et on est des fois aveuglé par le grabuge et la perception qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais on peut vous dire que les services, en général, on travaille à améliorer la qualité, mais aussi l'accès. Monsieur Boissonneau, je reviens avec 3 questions dans une, OK, concernant toujours après les 18 mois d'existence. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui ont des médecins de famille aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins d'attentes aux urgences? Puis est-ce que les soins à domicile sont mieux et plus nombreux? Oui. On va parler de la médecine familiale. Oui. C'est une grosse réforme que le ministre est en train de faire. On est encore à environ 70% de gens qui ont un médecin de famille. OK. Il en demeure pas moins que la nouvelle réforme qui se met en place avec le projet de loi 20 et tout ça, là, la réorganisation au niveau des GMF, devrait permettre dans les prochains mois et années à améliorer cet aspect-là. Donc, c'est une transformation qui est en cours, mais c'est bien enclenché. Pour ce qui est... C'est quoi des urgences. Les urgences. Est-ce qu'il y a moins d'attentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous dirais que sur civière, on améliore toujours nos délais pour ceux qui attendent sur civière. Okay. Donc, ils baissent d'année en année. Et la mise en place de la nouvelle organisation n'a pas freiné cette amélioration-là. Mais il y a encore de l'amélioration. C'est tout ce qui est alentour de l'urgence, hein, ce qu'on appelle la première ligne. Okay. Ici, en Abitibi-Ouest, on a quand même une très bonne première ligne. C'est même un des bons modèles. D'ailleurs, il y a des pratiques ici qu'on peut transposer ailleurs en région. Okay. On a une première ligne quand même assez développée. Mais il faut aller davantage, mettre davantage de ressources et de soutien à ce qui entoure la médecine familiale. Parce que c'est pas le médecin seul qui va y arriver. Il faut qu'on travaille en interdisciplinarité, modèle qu'on avait déjà ici. Donc, il faut rajouter des ressources à ce niveau-là. Le soutien à domicile, on commence à progresser. Il y a 2 défis, c'est de rejoindre plus de personnes, mais aussi d'augmenter l'intensité des services. Et on est sur la bonne voie à ce niveau-là. Encore là, on n'a pas reculé. Il y a sans doute eu des progrès. Il y a des investissements qui ont eu lieu, je pense, juste avant l'été. Donc, on est en train de déployer ça. Ça devrait générer davantage d'aide à domicile et une augmentation de l'intensité. Mais entendons-nous bien, il faut aller beaucoup plus loin dans les prochaines années. Et avec les annonces aussi du fédéral, là, il y aura des développements en soutien à domicile, il faudra maximiser ces investissements. On va aller avec un gros dossier. D'ailleurs, des dossiers en santé sont tous gros, c'est sûr. Mais on va aller avec un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout chez nous en Abitibi-Ouest. Et vous me voyez venir, j'en suis persuadé. Unité de psychiatrie qui va demeurer ouverte en Abitibi-Ouest. Il était question d'une fermeture de 8 lits. Si la population, M. Boissonneau, ne s'était pas levée, est-ce que cette fermeture-là serait faite aujourd'hui? Non. Premièrement, là, on a un certain nombre de projets de transformation. En ligne de départ, là, je vous dirais, notre réseau n'est pas habitué de transformer. On a, au-delà du rattrapage budgétaire de 25 millions, il faut faire face à l'avenir. Les besoins augmentent, la pression augmente sur les services et les revenus de l'État et ce qui rentre en santé est réduit. Oui, on a un rattrapage budgétaire. On avait identifié comme base de départ 14 projets de transformation. Un de ces projets-là était d'optimiser l'hospitalisation psychiatrique et améliorer la première ligne. Ici, en Abitibi-Ouest, la première ligne est déjà très bien.
Par contre, l'hospitalisation, tout comme à Amos d'ailleurs en passant, c'était pas le seul cas ici, on utilise à 50% nos lits en psychiatrie. Ça veut dire qu'il y a du personnel pour une unité complète qui roule en moyenne à l'année longue avec des unités à moitié remplies. Même si certains font circuler d'autres chiffres, on se base sur des données là, qui sont de 3-4 dernières années. Les données scientifiques. Ouais. Les données qu'on obtient, exact. Okay. Donc, la base de départ, c'était de discuter de qu'est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, dans le libellé de projet, on avait l'hypothèse de fermer, mais le but était de travailler avec les cliniciens. Si c'était à refaire, est-ce qu'on libellerait le projet autrement? Oui. Parce que, premièrement, on en est tous à nos premières heures en transformation et manifestement, l'hypothèse de travail et aussi un peu le ton au départ de comment les choses ont été abordées ne laissait pas beaucoup de place au dialogue. Donc, on a recadré ça en juillet. Et je vous dirais, moi, j'ai rencontré des médecins de famille de la SAR avec les équipes de santé mentale. D'ailleurs, les solutions qui vont venir d'eux et des partenaires. Là. Okay. Mais même les médecins, ils ont été très convaincants. Là. La santé mentale, l'hospitalisation psychiatrique de base, là, parce qu'on comprend qu'il y a des fois des choses très complexes qui doivent se faire ailleurs, est un service de proximité. Maintenant, est-ce que je suis fâché que la population a réagi? Dans un contexte, non, même que ça m'aide. Ça démontre comment une population voit à son affaire. Oui, puis les services de proximité. Oui. L'Abitibi-Témiscamingue est dispersée, c'est vaste, et on a un modèle d'autonomie en région, en Abitibi-Témiscamingue, de 95%. Si on compare à d'autres régions semblables, ça roule aux alentours de 75%. Si on ferait de l'autonomie territoriale, on aurait des taux plus élevés aussi. Il y a une raison pour ça. C'est pas juste parce que ça nous tente d'être meilleurs que les autres. D'ailleurs, la radiothérapie est un bon exemple. La région ici refuse d'aller à l'extérieur, préfère souffrir davantage ou même mourir plus rapidement, plutôt, mais ça justifie d'avoir les services en région. Fait que on est localement, en raison des distances à parcourir, de l'attachement au milieu, des cultures qu'on a, c'est nécessaire d'avoir des services de proximité. Tout ce grabuge-là là, qui a impliqué différents acteurs, dans lequel aussi, bon, on nous dit qu'on a semé la confusion, mais il y en a plusieurs qui l'ont semé également, a effrayé la population. Oui, mais quand on se fait envoyer en pleine figure, ou à peu près, on se fait dire, on a 8 lits en santé mentale, on les ferme. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, quand j'ai rencontré, j'ai rencontré les élus le 10 juillet. Okay. J'ai rencontré les médecins, l'équipe de santé mentale, les cadres le 20 juillet pour leur dire que tout était sur la table et que toutes les options seraient regardées. Okay. Puis que le 20 juillet, là, j'étais convaincu que ça ne fermerait pas, mais je suis obligé de respecter les cliniciens qui travaillent sur le dossier. Et quand ils m'ont appris la veille de mon point de presse que j'avais un énoncé préliminaire là, de ce qu'ils voulaient faire, qui ressemblait étrangement en passant à ce que l'équipe d'intervenants en santé mentale nous avait suggéré. Donc, la preuve qu'on écoute notre monde, là, j'étais content de ça. Fait que ça, là, vous êtes après me dire que depuis le 20 juillet, vous saviez fort bien que les... c'était mon opinion. C'était mon opinion. Les 8 lits en santé mentale en Abitibi-Ouest ne devraient pas fermer. Puis si alors, parler au préfet, là, je l'ai appelé, puis j'ai dit à M. Bégin, M. Bégin, là, si ça ne tient que moi, cette unité-là, elle ne fermera pas. Je veux que vous le sachiez. Donc, je savais que ça arriverait. On a passé de juillet jusqu'à octobre dans l'incertitude pour la population, mais vous saviez fort bien qu'en principe, ça ne devrait pas fermer. Parce que j'avais besoin, là, vous voyez, là, vous aviez l'opinion d'un dirigeant. Okay. Là, j'avais besoin d'une opinion clinique, oui. Puis validée. Parce que comprenez bien, ce qui s'est passé là, va donner aussi le ton pour le reste des projets de transformation. En région, c'est pas tout le monde
qui a une pensée modèle régional. Lorsqu'on transforme et qu'on optimise, on cède facilement à la pression de centraliser. Si on s'applique nous-mêmes un principe de centralisation à outrance, des fois, il y en a, là, administrativement, il a fallu en faire. Il faut quand même utiliser les fonds publics adéquatement. Mais lorsqu'on parle de services de proximité, le message qu'on a entendu ici est fort. D'ailleurs, je vais le dire, je rencontre la population le 25, je vais leur dire, oui, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais il y en a eu plusieurs qui étaient générées par de la désinformation qui a été dite de plusieurs acteurs. Certains disent qu'on a manqué de clarté. Bon, bien, il y a eu, à certains moments, oui, de la confusion, mais les messages que j'ai envoyés aux personnes que j'ai rencontrées étaient clairs. M. Boissonneau, pour terminer avec ce dossier-là. Oui, on pourra en parler longtemps. Oh oui, c'est sûr. C'est parce que j'ai encore beaucoup d'autres questions pour vous. Est-ce qu'on peut dire que la non-fermeture de ces 8 lits que l'on parle en psychiatrie en Abitibi-Ouest, c'est une solution permanente ou temporaire? Les lits doivent et devront rester. L'hospitalisation psychiatrique doit demeurer à la SAR. Comment on va rendre plus performants ces 8 lits-là? Nos cliniciens, et là, on va travailler avec des partenaires, on va élargir les groupes, là, nous proposent des avenues. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais allé le 20 juillet, c'est des idées que les gens m'ont dit. Il se fait de la psychiatrie longue durée à d'autres endroits. Est-ce qu'on ne peut pas consolider les lits dans les périphéries en faisant de la psychiatrie longue durée? Quand vous dites autres endroits, c'est à l'extérieur notamment, il y en a il y en a à Malartic, il y en a un peu à Rouen. Donc, on a tout un exercice de lits à faire. Ce qui est clair, c'est que l'accès de proximité doit demeurer. Donc, moi, je ne veux plus qu'on me propose comme solution une fermeture de lit en service de proximité. Est-ce que ça va réduire des lits ailleurs? Possible. Est-ce que ça va réduire des lits à la SAR? Non. OK. Les 8 lits vont demeurer. OK. Parce que j'ai besoin d'une unité minimale. C'est 8 lits le minimum. J'ai besoin d'une équipe psychiatrique aguerrie qu'on a déjà. Donc, pour la rendre performante, on parle d'intégrer des clientèles, ce qu'on appelle les troubles concomitants en psychiatrie dépendance. On parle d'intégrer des clientèles longue durée. Et on a mis sur la table, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais les cliniciens vont nous le fournir, aussi des clientèles de géronto-psychiatrie. Mais ça, tout ça pour dire qu'on ne rajoutera pas du travail additionnel, le personnel est déjà là, mais on veut juste que nos lits soient remplis. Comme ça, vous êtes en mesure de nous dire ce matin, 21 octobre, la date où l'émission est enregistrée, que les 8 lits en santé vont demeurer. demeurer. L'équipe de psychiatrie va demeurer. Dans le même ordre d'idée, okay? Fermeture de 13 lits en psychogériatrie à Macamic. Ça, c'est une autre histoire. Où seront relogés les bénéficiaires? Bon, écoutez, c'est tout ça qu'on va... Ce projet-là est encore au balbutiement. Mais c'est pas fait, là. Non. Non, OK. Les lits sont encore Les 13 lits sont encore là, oui. mais dans l'optique du ministère, ces 13 lits-là pourraient fermer. Oui. Mais regardez, c'est une décision qu'on a prise. Les clientèles, ce qu'on appelait historiquement là, psychogériatriques, on appelle maintenant des clientèles SCPD, syndrome comportemental de troubles psychiatriques et de démence. Ouais, voilà, je l'ai. Okay. Et de plus avec la croissance du nombre de personnes qui ont des problèmes éthiques d'Alzheimer ou de d'autres types, on n'est plus capable de répondre dans le territoire. Et lorsqu'on regarde les pratiques qui se font un peu partout, on a de plus en plus des équipes spécialisées qui vont à domicile puis qui gardent les gens avec un encadrement. Donc, le but, c'est de... Et aussi, nos CHSLD sont aux prises avec des problématiques de ce type. Il faut aussi supporter nos CHSLD. Ça fait qu'on veut transformer l'unité. On la ferme, oui, mais il faut replacer ces gens-là en sécurité dans un endroit où ils vont être... Mais justement, ils vont être relogés. Oui. Parce que là, on parle là, de Alzheimer
c'est absolument terrible, là. Alors, on parle de tout ce genre de psychogériatrie. C'est quand même très important. Il y a 13 lits à Macamic. Puis là, est-ce que vous les fermez au détriment de la psychiatrie à la Sarre? Non, j'espère que non. Pas tout. Non. Non, les deux, au départ, c'est deux projets différents. Dans le cas qui nous intéresse, il faut répondre à des besoins qu'on n'est plus capable de répondre dans le modèle actuel. Il faut former des équipes mobiles qui vont aller sur le terrain. Et il faut reloger ces personnes-là dans un endroit où on va leur donner des services similaires. On veut mieux équiper nos CHSLD pour répondre à ce type de clientèle. Donc, probablement qu'une partie va retourner en CHSLD. Est-ce que là-dedans, dans ces personnes-là, on a des cas de psychiatrie longue durée? Si tel était le cas, bien, ils peuvent venir s'installer dans les 8 lits. Dans quelques-uns des 8 lits, effectivement, pas tous, là. Donc, on va évaluer ça. Ce qui est clair, puis on l'a toujours dit, on ne mettra jamais la population en danger. Tant et si longtemps qu'il y a des personnes là, l'unité reste ouverte. Donc, c'est de voir... Mais vous en prenez plus, c'est ça? Non. Et là-dedans... C'est par attrition, autrement dit. Oui, et il y a des gens là-dedans, c'est un service régional. Il y a des gens qui sont à Macamic, qui sont originaires de Rouen ou de Val-d'Or ou d'Amos. Donc, on vise les CHSLD pour les accueillir, ou encore de la longue durée psychiatrique. C'est l'un ou l'autre, là. Là, je fais des hypothèses. Vous comprenez que les travaux ne sont pas commencés, mais je vais laisser encore là nos cliniciens faire le travail. Chaque projet là, doit avoir une équipe stratégique puis des groupes de travail, comme on s'est engagé à le faire, qui inclut des cliniciens, des partenaires. Là, dans le cas de la psychiatrie pour les 8 lits, on a eu un résultat préliminaire. Les travaux doivent se poursuivre. Dans le cas de la psychogériatrie, ils ne sont pas encore commencés. Okay. Mais c'est donc parce que moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, puis je pense que la population en général aussi. Quand on parle de psychogériatrie, moi, il me semble que j'ai de la misère à m'imaginer que si ma mère devient Alzheimer, elle est obligée de rester chez elle parce qu'il n'y a plus de place. Regardez, l'orientation au Québec, c'est de retarder le plus possible. Oui, exactement, mais tout dépend de la maladie aussi. Voilà. On le dit, on ne mettra jamais une personne à domicile à risque. Donc, si quelqu'un a besoin d'être hébergé, ça peut être dans une ressource intermédiaire avec le soutien de l'équipe spécialisée. On ouvre en passant 30 places en Abitibi-Ouest de ressources intermédiaires pour les personnes âgées. Donc, c'est 30 nouveaux endroits là, pour héberger des résidents. Mais c'est clair qu'on va faire appel à notre réseau d'hébergement avec lequel on va supporter par l'équipe spécialisée. Ça s'est fait ailleurs, ça se fait très bien, mais soyez sans crainte, la population peut être rassurée. C'est une transformation, mais les services vont donner... Les gens vont demeurer hébergés, mais dans une unité, soit en CHSLD, soit dans une ressource intermédiaire, mais avec une équipe d'experts qui va soutenir. Le temps passe très vite, M. Boissonneau. On a beaucoup de gros dossiers. Je peux revenir. Ah oui, mais c'est sûr qu'on va vous réinviter en 2017, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de choses encore qui sont là sur la table. Puis il y en aura d'autres en 2017 aussi, parce que vous avez des décisions à prendre qui sont énormes, au détriment de la population, j'espère que non. Au bien-être de la population, j'espère que oui. Ça ne doit pas être au détriment. Voilà. Si je fais ça, je ne fais pas mon travail. Fait que il va réinviter, puis je suis très content que vous ayez accepté parce que c'est énorme, la santé. Puis je pense qu'en vous donnant un temps d'antenne de 30 minutes comme ça, on peut au moins discuter, renseigner les gens. Parce que le but premier n'est pas de frapper une personne à terre, là, absolument pas. Le but premier de mon émission, c'est de renseigner la population de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que l'émission passe à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on va continuer, puis on va vous réinviter aussi. Puis, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Le projet OptiLab, c'est sûr que tout le monde en parle, imposé par le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette. Est-ce que ce projet-là continue à faire son chemin?
Puis quelles seront les conséquences pour la population de l'Abitibi-Témiscamingue? Parce que, juste une parenthèse, je recevais le ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Blanchette, ici, qui m'a dit qu'il n'y aura aucun changement dans le sens que quand on aura à faire une analyse, elle va se faire ici, en région. C'est des projets Optilab, c'est pas ce que l'on dit. OK. Optilab, premièrement, là, c'est un projet qui est sur la table depuis 2011. Et ça a passé 3 gouvernements différents. Oui. Donc, là, on dit, le ministre Barrette impose, c'est qu'il accélère la mise en place de ça. C'est un phénomène que je dirais planétaire. Partout dans les pays industrialisés, avec la robotisation, on regroupe des services. On est ici en Abitibi-Témiscamingue. On a des distances longues à parcourir. Et d'ici à Montréal, c'est l'avion ou 5-6 heures de route facilement. On comprend que, puis lorsqu'on parle de Témiscamingue-Kipawa voilà. jusqu'à Lassar, donc c'est une bonne trail, comme on dirait. Donc, écoutez, nous, on avait préparé un plan régional parce que oui, il y a des marges pour faire des gains, pour économiser, parce qu'on l'a dit tantôt, on travaille avec les fonds publics. Toutefois, l'Abitibi-Témiscamingue, là, à cause des distances, à cause de ses réalités, requiert des particularités. On était très proactifs à travailler un modèle qu'on s'est donné qui nous ressemble. Premièrement, dire il y a 7 laboratoires en région. Les 7 laboratoires demeurent ouverts. Les 7 laboratoires vont continuer de faire des analyses. Ça, on parle dans chacun des centres hospitaliers. Voilà. Et il y en a un à Témiscamingue-Kipawa, puis un à Sainte-Terre. OK. Donc, ces 7 laboratoires-là vont continuer de faire des analyses pour les patients hospitalisés, les analyses urgentes, les analyses qui requièrent un résultat rapide. Prenez l'exemple des gens qui ont une chimiothérapie, puis on a besoin. Donc, Très tout ce qui requiert une réponse sur place, assez rapide, demeure. On a aussi regardé ce qui se transfère. Parce que, mais justement, c'est quoi qui s'en va au CUSUM à ce moment-là? Laissez-moi finir, vous allez voir, c'est pas si pire. Parce que le temps, OK, c'est bon. pour ça. Écoutez, pour faire vite, là, on a tenu compte des analyses transférables. Une analyse transférable, c'est celle qui n'a pas besoin d'être faite en urgence. Okay. C'est celle qui n'est pas altérée par le transport. Donc, il y a des analyses qui sont fragiles, des globules rouges, ça voyage très mal, des analyses d'urine, ça voyage mal. Donc, il y a un bon nombre de choses qu'on est obligé de garder sur place. Ce qui a été transférable, on a dit comment en région, on peut rester autonome tout en économisant des sous pour faire face aux demandes. Et on a réussi à le faire en se donnant 3 pôles techniques. Il y a de la pathologie qui peut être transférable, il y a de la biochimie et de la microbiologie. Okay. Là, on a croisé le personnel en place parce qu'il y a plusieurs postes vacants. On a croisé différentes formules de façon à avoir le scénario qui marchait le plus. La SAR était dans le calcul aussi. Bon, ça donne que pour obtenir le gain maximal avec le minimum d'impact pour les employés, parce qu'on comprend qu'on n'aime pas ça, mettre du monde dehors. Là. On veut que les gens gardent leur emploi. Donc, on se trouve à regrouper toute la pathologie qui est transférable à Amos, la biochimie transférable à Val-d'Or et la microbiologie transférable à Rouyn-Noranda. Ça ressemble étrangement au modèle régional et on conserve encore pour le moment la quasi-totalité de nos analyses. On envoie à McGill entre 5 et 10 Monsieur Boissonneau, c'est bon. Tout le temps. Et on verra la suite, mais je veux rassurer la population, les centres de prélèvement demeurent tous ouverts. C'est ça aussi qui est important de préciser. Ouais. Monsieur Boissonneau, merci infiniment. C'était très intéressant. Le temps nous a pressé, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais en 2017, n'hésitez pas à me réinviter. On se promet un et l'autre. Moi, je vous promets de vous réinviter et vous me promettez de revenir. Et je veux rappeler à vos auditeurs que j'ai à cœur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Ça était un territoire ami pour moi. Je suis déçu des dernières semaines, mais on va s'en reprendre.